tant qu'historien du XXe siècle, des deux guerres surtout, comment tu analyses la crise européenne actuelle? Ah, la question de la... Eh bien, la première chose que je voudrais dire, c'est que j'ai travaillé, fait 20 ans, que je travaille sur le nazisme, et que je travaille sur des intellectuels qui se sont engagés dans le national-socialisme aussi. Vous pouvez vous imaginer la méfiance que je peux avoir par rapport à des gens qui pensent, qui parlent de tout, qui parlent de rien, qui s'engagent dans la cité, et donc la figure de l'intellectuel est une figure qui me gratte beaucoup. En second lieu, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai passé l'agrégation le 11 juillet 1995, au moment où les Serbes ont séparé les femmes et les enfants à Srebrenica. Alors les gens qui travaillent sur le nazisme en disant « never again », je les supporte pas. Je supporte pas qu'on puisse se prévaloir d'un travail sur la violence, sur la guerre et sur le nazisme pour se prévaloir d'un regard expert, etc., etc. Aussi, vais-je essayer de parler de tout cela, à la fois en me servant de ce que je peux faire, mais je voudrais qu'on comprenne que ma parole n'est pas une parole d'autorité, c'est une parole au mieux de croyance. Ça, c'est une première chose. Je ne suis pas historien du nazisme pour éviter la prochaine séquence, et donc quand je vois les gens mettre en place des comparaisons avec les années 30, la plupart du temps ça m'arrache des bâillements, et de temps en temps ça m'arrache des vociférations. Une fois qu'on a dit ça, eh bien ok, jouons le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire que quand on essaie de comparer la séquence des années 30 avec la séquence qu'on est en train de vivre? Il y a des champs d'expertise sur lesquels je ne peux pas intervenir. Je sais bien que sont en train de se jouer en Ukraine, en Pologne, un certain nombre de choses que personnellement je ne suis pas apte à comprendre parce que je ne parle pas les langues qui sont là-bas et je ne vois pas ce qui est en train de se passer. Je sais très bien par contre que ça a bien sûr quelque chose à voir avec l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. Ce que je peux dire, moi, c'est que j'ai observé une génération d'enfants de la guerre, de jeunes Allemands, qui ont intériorisé pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'ils étaient enfants, dans un contexte qui était un contexte de surréaction de la mort de masse, où les jeunes hommes mouraient autour d'eux, où tous les jours, 2000 avis de décès d'hommes jeunes se mettaient en place, et où c'était une mort qui était tellement subversive qu'on observe une deuxième mortalité et qu'on ne veut jamais voir, qui est celle de leur père, qui mourait de chagrin. La violence de cette expérience-là, nous ne la retrouverons pas dans les sociétés européennes de l'après-Seconde Guerre mondiale. La violence de cette mort de masse, c'est au moins une chose qui fait que l'expérience des années 30 est radicalement différente de celle que nous sommes en train de vivre. Hein. Les hommes qui s'engagent dans les chemises noires, dans les chemises brunes et les jeunesses communistes sont de grands endeuillés. Nous ne sommes pas ça. Et c'est sans doute la première des choses qui fait que, durch und durch, je suis européaniste. Au moins l'Europe nous a évité ça depuis 1945. Merci. Ça, c'est une première chose. Et je pense qu'il faut qu'on ait tous en tête cette leçon-là. C'est clair que, évidemment, on peut comparer des choses. Il n'en reste pas moins que l'immense prix qu'a payé cette génération d'hommes nés entre 1900 et 1910, et qui fait que toute leur vie, ils ont porté ce deuil-là, nous ne le portons plus. Ou nous le portons indirectement, car c'est le deuil de nos grands-parents. Une fois qu'on a dit ça, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas illégitime d'essayer de mettre en place une première comparaison. Et c'est vrai que on s'aperçoit que on a une configuration qui est sans doute un peu analogue dans le fait que les démocraties sont en panne d'avenir. Elles n'ont pas, ou elles n'ont plus, ou elles pensent n'avoir plus de modèles d'avenir à proposer à leur population. Et les modèles d'avenir, ils viennent d'endroits et de formations politiques, religieuses, qui se sont donnés comme objectif de détruire la démocratie. Dans les années 30, qui parle avenir et qui parle avenir contre la démocratie, ce sont
je ne fais pas d'amalgame, hein, mais ce sont des extrêmes droites, hein, le nazisme. Le nazisme est un projet de refondation sociologique utopique. Ça parle avenir aux jeunes. Et évidemment, la Grande Guerre à l'Est, hein, évidemment, le modèle soviétique. Et donc, dans les années 30, on a effectivement des démocraties qui n'ont pas encore inventé cette espèce d'avenir, d'avenir de frugalité, je veux dire de prospérité et de fraternité qui naît, qui va être celui des démocraties de l'après-guerre. Donc, effectivement, on a une configuration qui est un peu la même. Hein. Qu'est-ce qui s'oppose à l'heure actuelle au projet démocratique, qui est en panne, qui ne sait plus proposer, ou qui pense ne plus savoir, encore une fois, proposer d'avenir à ces jeunes? Eh bien, vous avez l'espérance impériale califale, hein, le takfirisme d'un côté, et l'espérance identitaire et néo-fasciste de l'autre. Hein. En gros, c'est ce qui reste. Vous avez un troisième avenir qui a du mal à s'exposer, qui a du mal à se mettre en place. C'est ce qui est porté par l'espèce de nébuleuse altermondialiste. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu s'exprimer de façon massive et cohérente et n'a pas l'attractivité que peut avoir, par exemple, le projet califal. Hein. Je veux dire, il y a une date qui me paraît absolument fondamentale, c'est l'été 2014, avec la proclamation du califat par Haroun al-Baghdadi. Hein. À mon avis, c'est une date fondamentale. Elle est aussi importante que 962 et la fondation du Saint-Empire romain germanique. Hein. Et on a mis 1000 ans à prendre la mesure de cette date. Hein. Et je pense que c'est pareil. Donc, on peut effectivement tirer un surplus de connaissances, je dirais pas, et je pense pas que ce soit un surplus de lucidité, un surplus de connaissances, à essayer de mettre en place des comparaisons locales entre les années 30 en Europe et les années 90-2000 en Europe. Mais vous aurez compris que je suis un Européen plus que convaincu et que ici, la mobilisation de mon expérience de chercheur, elle se fait au service d'une croyance. Et ma croyance, c'est qu'il n'y a d'avenir que dans un projet d'union. Et ce projet d'union, c'est le seul avenir que nous ayons, à mes yeux, que nous ayons à proposer à des jeunes générations qui ont une soif d'absolu, absolument fondamentale. C'est la rage qui est à l'heure actuelle ne vient pas du chômage, c'est pas vrai. La rage que l'on voit apparaître partout à l'heure actuelle, que ce soit la rage d'extrême droite, la rage de la gauche et de la gauche non gouvernementale, mais aussi la rage des islamistes, c'est la soif d'un avenir et d'un nous. Ça veut dire nous, tout ça. Et pour moi, la seule façon de dire nous, sans passer par une séquence de violence paroxystique, c'est l'Europe.